Paragraphe 2e, le principe dispositif. Alors, dans le prolongement du principe accusatoire que l'on a étudié, le Code de procédure civile a consacré un second principe, le principe dispositif, qui concerne non plus l'existence, la conduite de l'instance, mais qui concerne la détermination de la matière litigieuse. Qui, du juge ou des parties, détermine cette matière litigieuse? C'est l'objet du principe dispositif. Alors on sait déjà que le juge, en principe, ne peut pas se saisir d'office d'une cause, et que corrélativement, le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ce que dit l'article 4 du Code de procédure civile. C'est donc à elles, aux parties, qu'il revient de fixer le contenu, l'étendue de la question à trancher, de la matière litigieuse. Le juge, de son côté, doit, on le sait, statuer sur tout ce qui lui est demandé. Pas sur ce qui ne lui est pas demandé, il ne peut pas statuer ultra petita, mais sur tout ce qui lui est demandé, il ne peut pas davantage statuer infra petita. Il doit répondre à toutes les prétentions qui lui sont soumises par les parties, et seulement à ces prétentions. Toutefois, on retrouve à cet égard inexorablement la question déjà entrevue des rapports qu'entretient le droit avec l'instance et la matière litigieuse. Concrètement, est-ce que le droit fait partie de la matière litigieuse? Quels sont les pouvoirs et aussi les devoirs des parties relativement au droit qu'elles entendent se voir appliquer? Alors on a dit que pour Henri Motulski, le droit n'appartenait pas à la matière litigieuse, et l'on dit souvent que le Code de procédure civile aurait consacré ces conceptions. Ce qui est clair, c'est que le Code oppose très nettement, presque catégoriquement, le fait et le droit pour arrêter les rôles respectifs du juge et des parties dans sa détermination. On dit souvent que aurait été consacrée une opposition franche que l'on résume dans un adage, da mi fatum dabo tibius. C'est le juge qui parle, donne-moi le fait, je te donnerai le droit. Le fait viendrait des parties, le droit viendrait du juge. En vérité, cette opposition franche, presque caricaturale, correspond de moins en moins à la réalité actuelle. De plus en plus, le juge s'est vu reconnaître des pouvoirs en matière d'explicitation du fait, et également, de plus en plus, les parties se sont vues obligées des diligences dans la détermination de la matière litigieuse juridique. Alors reprenons toutefois cette opposition. Le fait, tout d'abord. Le fait, c'est donc, a priori, le domaine des parties. Et l'article 7 du Code de procédure civile dispose ainsi que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Autrement dit, il ne peut fonder sa décision que sur les faits qui lui sont apportés par les parties, sur les faits allégués par les parties. En pratique, sur les faits que les parties vont invoquer dans leurs écritures. Remarquons que cela est parfaitement logique en vérité. Admettre le contraire reviendrait pratiquement à autoriser en vérité le juge à s'autosaisir, puisqu'il pourrait trancher le litige en l'étendant à des questions de fait qui n'y auraient pas été soumises. Toutefois, à titre de tempérament, l'article 7 autorise le juge à prendre en considération même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Des faits qu'on trouve bien avancés, présentés dans les écritures, mais des faits dont les parties ne tirent pas de conséquences juridiques particulières, ce qu'on appelle des faits adventices. Il suffit donc que les faits soient allégués par les parties, peu importe que ces faits soient invoqués au soutien d'une prétention juridique comme fondement d'une telle prétention. Leur simple invocation autorise le juge à s'en prévaloir. En outre, il ressort du texte suivant, l'article 8 donc du Code de procédure civile,
que le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Et cette faculté, il l'exerce discrétionnairement. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, cette faculté va lui permettre d'obtenir un enrichissement de la matière litigieuse. S'il sent que les faits présentés sous un éclairage nouveau, élargi peut-être à des circonstances qui sont accessoires, eh bien permettrait d'appliquer telle ou telle règle juridique qui n'est pas spécialement invoquée par les parties, il pourra ainsi demander les explications nécessaires pour pouvoir utilement appliquer cette règle de droit. Cela étant dit, on est ici déjà à la limite de l'inquisitoire. Théorie procédurale qui donne, on le sait, au juge des pouvoirs d'inflexion, des pouvoirs d'initiative, quand la théorie de l'accusatoire les lui refuse. Cela étant dit, tout cela intéresse, on l'a vu, les faits proprement dits, mais derrière les faits, il y a la nécessité de la preuve. Qu'en est-il de la preuve des faits allégués? Eh bien, le juge, en matière civile, n'est pas maître de l'administration de la preuve. Et tout au contraire, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Article 9 du Code de procédure civile. C'est dire que dans les vœux du Code de procédure civile, le juge, au regard de la preuve, doit conserver une attitude de neutralité absolue. Il n'a pas à prendre fait et cause pour une partie, même simplement sur le terrain probatoire. Il doit arbitrer entre les preuves qui lui sont soumises par les parties. Il reste qu'avec l'accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état sur lequel on reviendra, eh bien le rôle du juge est de plus en plus grand en matière d'administration de la preuve. Et c'est ainsi que l'article 10 confère au juge le pouvoir de prescrire d'office toute mesure d'instruction légalement admissible. Il peut ainsi imposer aux parties le respect des obligations qui sont les leurs dans l'administration de la preuve. En particulier, il peut leur imposer de se soumettre et même de participer activement à des mesures d'instruction, sauf à tirer toute conséquence de leur refus, le cas échéant. Il peut même enjoindre à une partie de communiquer à l'autre partie une pièce qu'elle détient et qu'elle refuse, de communiquer, de produire spontanément. Article 11 du Code de procédure civile. S'agissant maintenant du droit, les principes sont radicalement opposés, inverses à ceux que l'on vient d'identifier. À suivre le Code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, nous dit l'article 12 dans son alinéa 1er. Autrement dit, l'application du droit relève de la mission première du juge, et cette mission, qui est l'apanage du juge, emporte tout à la fois un pouvoir, mais aussi un devoir d'appliquer la règle de droit. Un pouvoir, tout d'abord. Un pouvoir en ce sens que le juge applique le droit comme il l'entend. Il est interprète de la loi. Il a la maîtrise de l'interprétation, de la compréhension du droit, et cette maîtrise échappe donc totalement aux parties. Alors sans doute, les parties, dans leurs écritures, doivent qualifier juridiquement les faits qu'elles avancent au soutien de leurs prétentions, les faits sur lesquels elles fondent leur demande. Ainsi, elles vont collaborer très activement à la détermination de la règle applicable à la matière litigieuse, à l'œuvre de qualification. Sans doute aussi, c'est tout aussi vrai, le juge peut demander aux parties, nous l'avons vu tout à l'heure, des explications de fait, mais aussi des explications de droit, les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Ce que dit cette fois l'article 13. Il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, la maîtrise du droit reste en dernière analyse au juge. C'est à lui qu'il revient de donner ou de restituer, dit la loi, leur exacte qualification aux faits
et acte litigieux est de préciser, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Article 12, alinéa 2. C'est dire que la qualification juridique donnée aux faits par les parties ne s'impose en rien au juge. Il a le pouvoir de l'écarter si elle ne lui semble pas correcte, si elle ne reflète pas l'état du droit. Plus généralement, le juge peut relever d'office les moyens de pur droit qui vont permettre de régler la cause, de trancher le litige par application du droit. Peu importe que les parties donc aient invoqué certaines règles juridiques au fondement de leurs prétentions, au soutien de leurs demandes, le juge peut s'en évader en invoquant de droit, d'office, un moyen juridique. Alors, l'article 12, alinéa 3, qui le prévoyait expressément dans sa rédaction initiale, a été supprimé, a été annulé par le Conseil d'État. On a déjà expliqué. Il reste que cette annulation par le Conseil d'État de l'article 12 dans cette extension n'a pas une signification qu'il faudrait exagérer. Elle ne signifie en aucun cas que le juge a été privé de ce pouvoir de relever d'office les moyens de pur droit. Ce que signifie cette annulation, c'est tout simplement que le juge, pour relever d'office les moyens de droit, doit respecter comme il le doit en tout état de cause le principe de la contradiction. Il ne peut soulever d'office un moyen de droit sans avoir sollicité préalablement les observations des parties. Et c'est aussi bien ce que déclare expressément aujourd'hui l'article 16 du Code de procédure civile dans son alinéa 3. Le texte énonce « Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. S'il ne peut relever d'office ces moyens de droit sans avoir sollicité leurs observations, c'est à contrario qu'il peut soulever d'office ces moyens de droit dès lors qu'il a respecté le principe de la contradiction. Il a donc incontestablement un pouvoir de faire application du droit, du juste droit, du droit qui doit s'appliquer à la cause. Ce pouvoir se double-t-il d'un devoir? Est-ce que le juge ne serait pas plus radicalement tenu, obligé, de faire application du droit? Alors dans un premier sens, c'est tout à fait incontestable, c'est l'évidence même que l'office du juge consiste à trancher le litige par application de la règle de droit. Il ne peut normalement statuer en équité, il doit rendre justice par application de la loi, plus généralement par application du droit. C'est la règle. Elle est générale, elle n'est pas tout à fait absolue. Il existe des cas dans lesquels le juge va pouvoir s'évader, dans une certaine mesure, de cette légalité. Dans les matières, en effet, dans lesquelles les parties ont la libre disposition de la cause, eh bien, elles peuvent décharger le juge en toute ou partie de son application de la loi. Elles peuvent imposer au juge de trancher le litige par application de telle ou telle règle juridique. Et elles peuvent même l'inviter à trancher le litige en équité, ce qu'on appelle en amiable composition. C'est ce que prévoit le Code de procédure civile. Article 12, là encore. Cela est tout à fait exceptionnel en vérité. Le juge, presque systématiquement, va trancher le litige par application du droit. Mais cette application du droit ne serait-elle pas un devoir, en un autre sens, beaucoup plus contraignant pour le juge? Ne doit-on pas en effet considérer que le juge, parce qu'il a pour mission de trancher le litige par application de la règle de droit, se trouve obligé de remettre en cause les qualifications juridiques des parties lorsqu'elles lui paraissent erronées? Ne devons pas décider que le juge est obligé de soulever éventuellement d'office la règle de droit qui a vocation à s'appliquer et que les parties auraient omis d'invoquer au fondement de leurs prétentions. Alors s'agissant de la qualification, l'article 12, alinéa 2 du Code de procédure civile est particulièrement clair. Le texte que nous avons déjà eu l'occasion de citer nous enseigne ceci.
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge doit donc requalifier les faits. Il doit restituer leur exacte qualification juridique aux faits, lorsque les parties les ont mal qualifiés. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser, est-ce qu'on ne devrait même pas dépasser la lettre de ce texte et retenir que le juge doit aussi éventuellement relever d'office les moyens de pur droit lorsque les parties ont mal fondé leurs prétentions? Alors parfois, la loi l'indique effectivement. Elle dit que le juge doit relever d'office tel ou tel moyen, par exemple, on l'a déjà dit, pour certaines fins de non-recevoir. Mais que faut-il décider plus généralement dans le silence de la loi? Eh bien, c'est une question qui a très longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. D'une manière générale, les auteurs étaient très favorables à cette obligation pour le juge de fonder correctement, en droit, les prétentions des parties, de redresser les fondements boiteux invoqués par les parties. Et l'on faisait parfois certaines distinctions suivant que la règle juridique était une règle d'ordre public ou une règle d'intérêt privé, mais de manière générale, on admettait au moins dans certains cas une obligation pour le juge. La jurisprudence était plus hésitante, les décisions étaient assez partagées en vérité. Aujourd'hui, la décision a été prise en toute solennité par la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière du 21 décembre 2007. La Cour de cassation a en effet retenu, je cite, que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il ne lui fait pas obligation, sauf règle particulière, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande. Autrement dit, obligation de requalifier les faits parce que la loi le prévoit, article 12, mais absence d'obligation de relever le fondement juridique idoine dans telle ou telle cause, sauf les règles particulières, dit la Cour de cassation. En l'occurrence, le litige portait sur l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion. Et l'acheteur, qui était mécontent de son affaire, avait été débouté de sa demande qu'il avait fondée sur la garantie des vices cachés. Et il reprochait, après avoir été débouté par les juges, il reprochait à ceux-ci de ne pas avoir invoqué d'office la violation de l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles. Il a été débouté de cette nouvelle prétention. La Cour de cassation a expliqué que les juges n'avaient pas l'obligation de redresser le fondement juridique qu'il avait malencontreusement assigné à ces prétentions. Alors cette solution, en vérité, est très contestable. Cette solution a été très largement décriée, critiquée par les auteurs. Et en effet, à quoi bon obliger, en vérité, le juge à requalifier juridiquement les faits, si ce n'est pour en tirer aucune conséquence? La requalification des faits a pour intérêt de permettre l'application de la règle juridique qui s'impose. Elle postule presque en logique, que derrière cette obligation de requalification, il y a aussi un devoir, en certains cas au moins, pour le juge de redresser le fondement juridique invoqué par les parties. Ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour de cassation. Dans l'espèce, d'ailleurs, on ne peut pas lui en faire reproche, parce qu'en vérité, le moyen en question, la règle juridique, ne pouvait s'appliquer sans un élargissement des faits. Et par conséquent, le moyen n'était pas de pur droit. Il s'agissait sans doute d'un moyen mélangé de faits et de droit. La solution aurait donc pu être retenue sans affirmer de manière si tonitruante l'absence d'obligation pour le juge de modifier le fondement juridique des prétentions des parties. C'est le signe que la Cour de cassation a voulu rendre un arrêt
parfaitement incontestable sur le terrain du principe. Elle a voulu faire œuvre doctrinale en la matière. Il reste que cette solution est très déplaisante dans ses conséquences juridiques, surtout si on la rapproche de la jurisprudence Césaréo. Aujourd'hui, la Cour de cassation explique aux parties qu'elles doivent invoquer dans le cadre d'un procès unique, première instance et cause d'appel, l'ensemble des moyens, de droit comme de fait, qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions. Si elles ne le font pas, elles pourront se voir opposer dans un procès recommencé l'autorité de la chose jugée. Cette solution est déjà très grave. Elle serait acceptable si, en contrepoint, les juges se faisaient une obligation d'assister les parties dans l'application de la règle de droit, s'ils s'obligeaient à appliquer le fondement juridique qui convient. Si l'on met en balance ces deux décisions, eh bien on voit au fond que leur conjugaison aboutit à une sorte de démission du juge dans son office plus essentiel, l'application de la règle de droit. Au fond, à l'adage « donne-moi le fait, je te donnerai le droit », eh bien on a substitué, ainsi que l'a joliment écrit le recteur Guinchard, une nouvelle vision du principe dispositif « donne-moi le fait, donne-moi le droit, sinon tant pis pour toi ». On peut estimer qu'il y a un déplacement excessif de la charge procédurale sur les plaideurs, que les équilibres actuels de la procédure ne sont absolument pas satisfaisants de ce point de vue.